j'étais en mission en France. C'était une mission de renseignement. Il s'agissait d'organiser les réseaux radio pour pouvoir communiquer avec Londres et avec l'état-major les derniers renseignements que nous avions. Et pour notre malheur, un de nos radios s'était fait arrêter par la Gestapo à Dijon. Et je ne peux pas lui en vouloir parce que quand on est entre les mains de la Gestapo, ne pas parler, ne rien dire, ça devient très difficile. Je me retrouve dans cet endroit 60 ans plus tard. Le rendez-vous avait été pris par le garçon qui travaillait avec moi, Jean-Pierre Couture, un peintre qui était très jeune à l'époque. Maintenant, il est mort. Et c'est lui qui avait eu le contact avec ce radio qui travaillait à Dijon et qui couvrait donc les renseignements de cette région de la Bourgogne. Alors, il avait pris contact avec Couture et lui avait dit « il faut absolument que je voie Gréco le plus vite possible ». Gréco, c'était mon nom de code. Et pourquoi, disait-il, « oui, il m'arrive un pépin, mais il faut qu'on m'aide, j'ai besoin de nouveaux papiers, est-ce que je peux venir rapidement à Paris ?» Alors lui, de bonne foi, a dit « mais bien sûr, venez et on a un endroit qui est pas loin de l'endroit où nous travaillons, c'est le café. » Il s'appelait, je crois bien, si je me souviens bien, le Café des Quatre Sergents. Alors il lui dit, eh bien, rendez-vous au Café des Quatre Sergents le 10 juillet à telle heure. Je ne me rappelle plus exactement quelle heure c'était. J'arrive donc tout prêt à essayer d'aider ce garçon. Nous montons au premier étage, car à l'époque, il y avait un premier étage dans ce café. On s'installe et je vois qu'il est accompagné de quelqu'un que je ne connaissais pas. Et il me dit, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai été pris, j'ai été repéré, j'ai pu me sauver. Comme tu vois, je suis là, mais j'ai absolument besoin de papier. Est-ce que tu peux m'aider? Je lui dis, mais ça ne va pas être facile, mais en tout cas, il ne faut pas qu'on reste là, on va se séparer, on va se retrouver. Et au moment où j'allais partir, le gars qui était à côté de moi fait signe à un autre qui entre derrière moi dans le café, qui me met un revolver dans le dos et je vous arrête. Voilà, c'est le genre de choses à quoi nous nous attendions tous, parce qu'on savait bien que ça pouvait nous arriver. Mais c'était d'autant plus ralent pour moi que nous étions le 10 juillet, que j'étais en France depuis 4 mois et que je pensais que maintenant c'était fini. Les Alliés avaient déjà pas mal avancé en France et il a fallu seulement 5 semaines de plus jusqu'à la libération de Paris. Donc vous voyez, ça a été vraiment un sale coup et qui s'est mal terminé parce que bien entendu, arrêté, interrogé, j'étais dans le cas d'un espion démasqué. Donc un espion démasqué, en général, on le condamne à mort. Mais ma chance a été que la bureaucratie allemande, lourde, envoyait les dossiers des gens arrêtés à Berlin et on attendait que Berlin décide s'il fallait les condamner ou pas. Alors, dans l'intervalle, j'ai été longuement cuisiné à la Gestapo avenue Foch et puis expédié à Buchenwald. Et c'est à Buchenwald seulement que la condamnation à mort est arrivée. Mais j'ai eu la chance qu'avant qu'elle n'arrive, on a fait un truc, on a monté un truc formidable, un changement d'identité. C'est-à-dire qu'on a envoyé au crématoire sous mon nom un malheureux jeune Français qui était mort du typhus. On nous avait mis dans le bloc du typhus. Enfin, c'est une histoire alambiquée. Mais le résultat, c'est que sous un nouveau nom, je me suis trouvé en déportation, mais plus condamné à mort. Et c'est comme ça que j'ai finalement échappé. Donc, vous voyez, dès mon retour, j'ai essayé de réfléchir. Et j'ai écrit un petit texte qui a été publié dans Les Temps modernes, le journal de Jean-Paul Sartre, quelqu'un que je connaissais. Et je me suis interrogé sur qu'est-ce que ça vous fait d'être arrêté quand on se promène tranquillement, sans trop d'appréhension, tout en sachant que c'est dangereux. Et puis, tout à coup, d'un moment à l'autre, on n'est plus dans la vie normale, on est dans l'état de quelqu'un qui non seulement est arrêté, mais qui a de bons risques de ne pas en réchapper. Parce que, évidemment, ce type d'arrestation, c'est pas très bon pour la suite de la vie. Et j'ai essayé de décrire
l'effet que ça fait quand tout à coup on est séparé corps et esprit. Le corps est là et continue à faire ce qu'il faut faire, à aller, à venir. L'esprit est d'une certaine façon détaché du corps. Et lui, il se sent déjà dans un monde différent. Il n'a plus le contrôle tellement de ce qui se passe. Et c'est cette sorte de dédoublement que j'ai essayé de décrire, mais pour ça, il faut être littérateur, et je ne le suis pas. Moi, la seule forme de littérature que j'aime, c'est la poésie, et je peux, pour vous amuser, vous réciter un tout petit poème d'Apollinaire qui est resté longtemps dans ma mémoire et qui va comme ça. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en, nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Vous le connaissez peut-être celui-là. C'est dans Alcool, vous avez tout à fait raison. Et Apollinaire, pour moi, c'est un vrai poète.